Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et nous sommes ravis de vous retrouver dans le studio, les vraies voix qui font rouler la France, avec une spéciale Grand Prix ACF Autotech. Le Grand Prix ACF Autotech qui s'est donc déroulé hier soir. On y était avec Sud Radio, puisque Sud Radio est partenaire à l'Automobile Club de France et où les vraies voix étaient présentes et sont de retour ce soir. Et 4 invités incontournables ce soir. Richard de Cabrol, le fondateur du Grand Prix ACF Autotech, est avec nous pour le débriefing de l'événement et les perspectives de 2025. Alexandre Corjon, directeur de l'innovation d'Opi Mobility, le nouveau nom de Plastique Omnium, membre du jury du Grand Prix ACF Autotech. Opi Mobility qui a remporté une Innovation Award au CES 2024 de Las Vegas. Il viendra nous expliquer tout ça. Le vainqueur, il a même apporté son trophée du Grand Prix ACF Autotech et Génomine, on le prononce à la française, c'est pas gênant? Allons-y. Une start-up extraordinaire qui arrive à produire du nickel avec des plantes. Stéphane Lopez, associé et directeur développement commercial, est en notre compagnie. Et on a eu la chance de les recevoir hier soir avant qu'ils ne gagnent le prix pionnier. On leur a porté peut-être bonheur. Diamfab qui produit des diamants de synthèse sera en notre compagnie avec Ivan Liorado, avec l'accent espagnol. C'est RO et Partnership Développement Director de Diamfab. Les vraies voix Sud Radio. Alors on va faire une discussion tous ensemble, mais on va commencer. Première question à Richard de Cabrol, le fondateur du Grand Prix ACF Autotech. Diriez-vous que cette année a été une année minérale, puisque parmi les deux vainqueurs, il y a un fabricant de diamants synthétiques et un fabricant de nickel végétal? Je dirais que c'est pas la première fois qu'on a été un peu minéral, puisqu'on avait récompensé Géolite par le passé, qui extrait encore des matières sur la base des eaux des nappes phréatiques. Donc finalement, on l'a déjà fait, des startups très en amont, et j'avoue que celles-ci nous ont impressionnés, enfin en amont surtout Génomine, mais je dirais que pour Diamfab, c'est plutôt sur l'aval, plutôt sur le produit qu'il agit. Et c'était un grand cru 2024 alors. Alors c'était un grand cru, on l'avait déjà dit l'année dernière, on l'a déjà dit l'année d'avant, donc j'imagine qu'on est sur une pente toujours ascendante, mais à un moment peut-être qu'on sera un peu moins bien que l'année précédente, mais on sera toujours très très bien et très utile pour l'automobile et l'évolution. C'est comme l'amour, plus qu'hier mais bien moins que demain, c'est ça? Mais si vous voulez. Surtout chez vous manifestement. Alexandre Corjon, Grand Prix ACF Autotech, grand cru cette année 2024. Tout à fait. Je pense qu'on a fait... vous savez qu'Opi Mobility est partenaire depuis 4 ans, je pense, du Grand Prix en tant que membre premium. Et l'innovation est extrêmement importante pour nous. Et aujourd'hui, on a pu apprécier les présentations des 6 candidats de la finale. Donc il y a eu beaucoup de candidats, je crois que c'est 94 qui ont été sélectionnés au départ. Et il y a un tri qui a été fait. Ça a été difficile? Ah oui, ça a été difficile parce que... J'allais dire la compétition était extrêmement rude. On a les deux vainqueurs, vous allez nous dire que c'est un grand cru et que même une année exceptionnelle, n'est-ce pas? Stéphane Lopez. Probablement. Non, mais notre philosophie chez Génomine, c'est d'être plutôt humble, donc on imagine qu'il y a eu de belles entreprises avant nous. Mais vous avez dormi avec votre trophée là? Préféré travailler pour Nodar. Oui. Non, une question de Stéphanie de Muru. Oui. Vous avez dormi. Vous avez dormi avec votre trophée? Exactement. Je vais voyager avec. J'étais à vélo avec il y a quelques minutes, donc. Vous avez ressenti quoi quand vous avez entendu votre nom, enfin le nom de votre entreprise? On était très honorés parce que le jury était quand même assez impressionnant. Beaucoup de grands noms de l'industrie. Et la demande du jury en face ne va pas dire le contraire. J'ai extrêmement sympathique. Il est politique. Je n'influence pas les résultats. Et non, surtout, nos fondateurs n'étaient pas là. L'un est aux US, l'autre ne pouvait pas être là pour des raisons personnelles. Donc j'étais assez honoré de pouvoir représenter notre équipe de 34 personnes hier. Ivan Liorado, grand cru et grande année, on peut le dire. Nous, on n'a pas bien dans le micro. Nous, on n'a pas d'éléments de comparaison, c'est la première fois qu'on participe. Par contre, le niveau, moi je suis très honoré d'avoir gagné, d'avoir fait partie des entreprises de la finale, parce que le panel, il était quand même assez impressionnant. Moi, hier soir, au-delà de recevoir le prix, quand j'écoutais mes confrères voir les projets qui sont présentés, ils sont vachement prometteurs et ça donne de l'espoir. Richard de Cabrol, qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que 94, ça fait beaucoup quand même. Pourquoi ces deux-là sont ressortis? Est-ce que ça s'est joué dans un mouchoir de poche où il y avait la ligne droite de Longchamp, comme disait Thierry Roland?
Alors je dirais que ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Alors on pourrait dire que c'est pour dire que les 6 sont très beaux, mais qu'il fallait faire un choix et que bien sûr il faut que les perdants ne soient pas déçus. Non, mais là on arrive chaque année où il faut même contracter les discussions dans le jury parce que sinon on casserait le timing. Il faut savoir que c'est un événement qui retransmet en direct et où on a 25 minutes pas plus pour déterminer 3 vainqueurs. Donc une mention GPS Green Tech, un prix pionnier, un grand prix. Ça s'engueule un peu dans le jury. Alors parfois il y a des rapports de force. Oui. Chacun exprime son opinion, du moins. Ça c'est une manière polie de dire oui. Et comme disait Michel Audiard, quand les hommes de 120 kilos parlent à ceux de 40, ceux de 40 kilos ont une sérieuse tendance à les écouter. Alors, je ne vois pas de quoi vous parlez. Personne n'est gros dans le jury. Tout n'est pas une affaire de taille, mon cher Philippe David. Merci. Alors, allez-y. Il y a un plan. Non, enfin voilà, mais vous avez été surpris, vous vous attendiez un peu à gagner ou pas du tout? Forcément, on croyait à nos chances parce que le projet, il est prometteur et il est joli. Donc forcément, si on participe, c'est qu'on croit à nos chances, on s'est préparé pour faire un beau pitch. Donc forcément, on y croit. Après, encore une fois, le compétiteur, c'était des très beaux projets aussi. Donc j'imaginais, j'aurais pas aimé être dans la place de jury parce que c'est des entreprises très complémentaires encore une fois. Et on a la chance d'avoir gagné, donc on est très content. Et qu'est-ce que ça va vous apporter? En quoi gagner ce prix, c'est important pour une entreprise comme ça, Stéphane Lopez? Écoutez, pour nous, en fait, on est dans une phase assez critique de notre entreprise. On a réussi à démontrer notre process de bout en bout, depuis l'exploration jusqu'à la production de cristaux de nickel. Et pour nous, l'enjeu maintenant, c'est de passer à échelle, de construire un premier site industriel, enfin petite échelle, 50 tonnes, mais qui permettra quand même de faire 1250 véhicules. Et surtout d'accélérer notre expansion dans les pays d'Afrique, des pays d'Amérique du Sud, et de construire une équipe de plus de 100 personnes dans les 2 ans et demi qui viennent. Donc, beaucoup de création d'emplois en vue. Exactement, et c'est que le début. Parce que vous êtes une trentaine aujourd'hui. Aujourd'hui, on est 34. Oui, une trentaine, oui. Richard de Cabrol. J'allais dire, pour supporter cet effort, on va quand même lui offrir 25 000 €. Ça pourra éventuellement faire la décoration du CEO, du bureau du CEO. Non, mais c'est en fait au-delà de la peinture du bâtiment. On est dans une phase où en effet on est sur des chantiers assez structurels. On est en train de lancer une levée de fonds. Et donc voilà, c'est parfait. Alors il y a 4 fonds d'investissement partenaires, donc oui, il va pouvoir aller frapper aux portes. Ah bah ça, on va en parler aussi quand on va rentrer dans le détail de toutes ces entreprises, Philippe. Mais quand on est membre du jury, c'est quoi la chose la plus importante? Le projet ou ce qui fait la différence? La petite différence, comme c'était dans un mouchoir de poche, c'est la manière de présenter le projet. Il met de l'enthousiasme, il met de l'humour, etc. Comment ça se passe? Alors comment ça se passe? Il y a 2 phases de sélection du jury. Il y a un jury de demi-finale et il y a un jury de finale. Le jury de demi-finale a des critères très précis qu'il doit noter un à un. Donc je dirais la partie la plus technique du Grand Prix, finalement, c'est pas la finale qui est publique, mais c'est la demi-finale qui est beaucoup plus dure. Il passe un quart d'heure à répondre aux questions-réponses. C'est pas 5 minutes la demi-finale. Ça dure une après-midi de 13h30 jusqu'à 19h30 et je peux vous dire qu'à la fin on est rincé. On est très fatigué. D'ailleurs, Alexandre n'a jamais connu ça, c'est pour ça qu'il est très souriant. Méfiez-vous, il joue au rugby. Et deuxième ligne, donc. Je sais, il m'a expliqué ça l'autre jour. Ces jurys-là ont ces 7 critères à remplir. Il y a l'originalité de l'idée, il y a la technicité. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficilement reproductible? Il y a aussi le positionnement dans son marché, son positionnement par rapport à la concurrence, l'impact environnemental et humain. Donc ça, c'est l'impact sociétal global. On prend la dimension humaine et environnementale. On prend les deux. On prend aussi l'utilité du prix. Ça nous est arrivé de refuser des startups qui avaient levé 50 millions d'euros, non pas parce qu'elles étaient nulles, parce que quand on lève 50 millions d'euros, c'est parce qu'on est mauvais. C'est parce ils n'ont pas besoin de nous. Donc on est là pour être utile pour elles et on conserve ces mêmes critères en finale, sauf qu'on demande au jury de finale de choisir sa préférée. On fait un vote en 2 tours. Pour chacun des prix, on dit quel est votre préféré? On a les 2 premiers, on discute sur les 2 premiers et ensuite on fait un 2e tour et là on a plus de 50% des votes pour le vainqueur. Donc c'est 25 000 € et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on y gagne? Alors 25 000 € pour Génomine, 10 000 € pour... Oui. Non, allez-y. Et 10 000 € pour Diamfab. Il n'y a pas que Génomine qui a... Oui, bien sûr. Alexandre Corjon voulait réagir. Oui, en fait, on a des critères. Donc, chez nous, à OP Mobility, on a des critères aussi qui sont sur la capacité à amener l'innovation dans la rue.
Parce qu'on considère ce qui est important, c'est pas... Bon, bien sûr, il y a toutes les étapes qui sont nécessaires. Il faut une technologie, il faut une équipe de management, parce que sinon, le projet n'arrive pas au bout. Mais aussi la capacité à aller toucher tout le monde avec ces innovations. Quand on est candidat, on se prépare au grand oral, on révise devant la famille, les collègues, on fait du média training. Comment ça se passe, Stéphane Lopez? Écoutez, c'est une très bonne question. C'est ma seule bonne question de l'année, alors vous tombez vraiment le bon jour. Hein. Je dois dire que j'étais pendant 10 jours en Afrique du Sud et je suis revenu ce week-end. Et pour rien vous cacher, dimanche, quand je me suis mis à travailler mon pitch, j'étais pas serein. Mais écoutez, on l'a travaillé, on est assidus, on est travailleurs chez Genomind et voilà. Vous avez parlé d'Afrique du Sud, je ne dirais pas de mal de Ben O'Keefe, l'arbitre de France-Afrique du Sud, ce que j'ai fait beaucoup de fois à ce micro. Comment on se prépare, Yvan Murado? Non, c'est pareil. Moi, pour le coup, j'étais au Japon la semaine dernière. Vous êtes bien dans les Globetrotters associés. C'est ça. Un peu plus de décalage que l'Afrique du Sud. Exactement. Vous partiez avec un handicap. Et après... C'est vraiment presque un scénario. Parce que en fait, c'est très difficile, c'est tenir les 5 minutes. Si c'était 2 minutes, ça va vite. 10 minutes, on a le temps de faire son discours, expliquer les choses. 5 minutes, dès qu'on dépasse une phrase, on a perdu le timing, c'est mort. Donc moi, qui suis plutôt bavard, c'était le dire, non, là tu t'arrêtes. Là, cette phrase, tu ne rajoutes pas, c'est comme ça, c'est point. Et voilà, après on s'entraîne, on se chronomètre, et puis... Ça, c'est de la discipline. Hein. Alors, il faut savoir que Béatrice Duboissé, membre de notre jury, entraîne et accompagne les startups. Alors, effectivement, Yvan a pu en bénéficier, puisque effectivement, tu étais le pitcher de la demi et le pitcher de la finale. Mais hélas, Stéphane, puisque tu as pu avoir... Parce que comme tu étais très last minute en speaker, parce qu'au départ, ça devait être Fabien, ensuite c'était Dali, et finalement, c'était toi 3 jours avant. Donc, tu as eu quand même... Donc, Béatrice les a un peu transformés, surtout ceux de la demi. Oh, il s'en est pas si mal sorti. Il est là avec nous, avec son trophée qu'il ne lâche pas. Il a bénéficié des conseils de Béatrice. Bon, écoutez, restez avec nous. Donc, Béatrice, c'est de bons conseils. Oui. J'avoue que chaque année, ceux qui participent à la fois à la demi-finale et à la finale voient la différence. Bon, salut Béatrice. Restez avec nous dans quelques instants. La suite des vraies voix qui font rouler la France. Et on fera un focus sur vous, enfin pas sur vous, mais sur votre entreprise, Alexandre Corjon. C'est plus intéressant. On ne sait jamais. Quoique. Il paraît que vous avez changé de nom. Opie Mobility qui a donc changé de nom et qui est devenu Plastic Omnium. Vous nous raconterez tout ça. La France avec une spéciale Grand Prix ACF Autotech, le Grand Prix qui s'est déroulé hier soir. On y était, Philippe. Et c'était vraiment un très très bel événement, faut le rappeler. Magnifique. Et Zoom maintenant, donc avec Alexandre Corjon sur Opie Mobility, le nouveau nom de Plastic Omnium. Alexandre Corjon qui était aussi membre du jury du Grand Prix ACF Autotech, Philippe. Oui, absolument. Alors, pour ceux qui l'ignorent, OP Mobility, c'est le nouveau nom de Plastic Omnium. Tout le monde connaît Plastic Omnium. Tout à fait. Pourquoi parce que déjà, quand on vide les poubelles en général, il y a souvent marqué Plastic Omnium dessus. C'est du vécu. Je préciser de suite, cette activité a été vendue en 2015 ou 2016. Donc, mais alors, rappelez-nous déjà, pourquoi ce changement de nom et les produits que fait OP Mobility? Parce que tous les Français prennent des produits, et même dans beaucoup de pays du monde, OP Mobility sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Voyons, on peut même être littéraire. Tout à fait. En fait, on pourrait avoir un sticker OP Mobility Inside, parce qu'en fait, on est dans un véhicule sur 4, il y a un produit de OP Mobility. Donc on est un B2B, donc on vend uniquement aux constructeurs. Et en fait, on a changé de nom parce qu'on a changé aussi de raison d'être de la société et le portefeuille de produits que l'on vend. Au départ, Plastic Omnium était focalisé sur tous les éléments qui faisaient utiliser du plastique, donc ça faisait aussi bien des seringues, des poubelles, pour les préciser. On a concentré notre activité sur l'automobile et récemment, depuis un peu plus de 3 ans, on a transformé la société vers de l'éclairage automobile, des batteries, de l'hydrogène. Et donc on avait besoin d'exprimer l'ambition du groupe en gardant OPI qui est la trace de l'héritage de Plastic Omnium, qui est le sigle, et Mobility, qui exprime notre ambition de servir tous les acteurs de la mobilité. Donc c'est 100% automobile, c'est ça? Alors tout à fait, 100% automobile, mais on étend vers tout ce qui est véhicules terrestres, c'est-à-dire des trains, des bus, des camions, et pas uniquement les véhicules passagers. Pas d'avion. Rien qui vole. Rien qui vole. Okay. C'est un gros plus d'avoir des partenaires comme Plastic Omnium OP Mobility.
pour le Grand Prix ACF Autotech, Richard de Cabrol? C'est un vrai plus d'avoir des partenaires comme Opie Mobility. Ça s'appelle la manière de prendre un scud sans s'en rendre compte. Mais non, c'est pas mon style. Non, pas du tout. Et comme Renault, comme Motul, comme Forvia aussi, puisqu'effectivement ce sont des corporates qui permettront la transformation, comme l'a dit finalement Alexandre, à quel point les startups vont arriver à mettre leurs produits sur la route. Et c'est en ayant des partenaires comme ça que ça nous aide. En ayant aussi des représentants de ces partenaires plutôt haut placés qui ont la vue d'ensemble de leur groupe pour permettre une diffusion plus rapide et plus facile auprès des experts qui peuvent travailler avec Diamfab, avec Génomine. Et donc même avoir un banquier et un juriste en plus en partenaire avec Fidal et Crédit Agricole, c'est la team parfaite. Alexandre Canjon, pourquoi vous êtes-vous concentré exclusivement sur l'automobile, puisqu'on imagine que vos autres secteurs étaient plutôt porteurs, hein, les poubelles, tout le monde en a besoin tous les jours. C'est quoi? Ça demande une technicité particulière qui mérite toute votre attention? Tout à fait. En fait, l'automobile, c'est quand même un secteur extrêmement technologique. Je ne sais pas si vous voyez l'évolution qu'il y a eu au sein du véhicule dans ces dernières années, et même à l'extérieur du véhicule, parce qu'on a de plus en plus d'éclairage, une capacité de communiquer avec l'extérieur. Et en fait, c'est ce monde de technologie qui est extrêmement motivant, parce qu'on est en train de fabriquer la voiture de demain. Et tous nos collaborateurs participent à cet événement et sont extrêmement fiers d'être capables d'amener des choses nouvelles qui vont servir soit pour la sécurité des véhicules, soit pour leur côté plus propre, ou enfin un côté attractif. Vous avez des exemples un petit peu marquants, concrets? Vous dites, voilà, demain, communiquer avec l'extérieur. Vous pensez à quel genre d'innovation, par exemple, un peu Alors, frappante? on a montré, comme vous le disiez tout à l'heure, on est allé au Consumer Electronics Show à Las Vegas. Oui. On a reçu un award pour l'éclairage. C'était quelque chose que l'on fait pour BMW, pour la nouvelle Mini. On envoie une décoration sur le tableau de bord. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement attractif pour les clients et ça leur permet de personnaliser leur véhicule. Ah, sympa ça. Pour des startups comme vous, c'est l'endroit parfait pour rencontrer des grandes entreprises. Parce que si je ne m'abuse, Opie Mobility, oui, je suis pas trompé, c'était 11,4 milliards d'euros en 2023 de chiffre d'affaires, présent dans 28 pays. C'est une bonne opportunité de se rencontrer, et pas seulement au cocktail d'ailleurs. Tout à fait. En fait, Stéphane Lopez. Oui, tout à fait. Pour nous, en fait, ce qui est important, c'est au-delà de produire des premiers échantillons, c'est aussi de pouvoir inscrire ça dans la durée et de construire ce qu'on appelle des contrats pluriannuels à terme. Et ça commence, il y a plusieurs étapes avant ça, évidemment, des MOU, enfin bref, je vais pas utiliser de jargon ici ce soir, mais il y a plusieurs manières de, entre guillemets, dérisquer avec des industriels nos technologies et du coup d'accéder à des meilleures conditions de financement. Ivan Lorado, vous faites des produits en base de diamants synthétiques pour les semi-conducteurs. L'éclairage automobile, aujourd'hui c'est de la LED. La LED c'est du semi-conducteur, si je ne m'abuse. Un partenariat, peut-être pas parler de mariage pour le moment, mais... Tu vas pas prendre une com quand même. Non, mais je ne demande pas de com, mais est-ce que vous avez commencé à vous rencontrer, on va dire ça comme ça? Ce que fait Yvan rentre typiquement dans des produits que l'on définit à Toulouse, qui est de l'électronique de puissance pour les camions, par exemple, ou les véhicules lourds. On a des convertisseurs de courant et qui utilisent des composants qui permettent de passer de la puissance. Et en fait, ce que fait Yvan va servir dans le futur à ces produits. Yvan ? C'est exactement ça, parce que pour le coup, le diamant fait plein de choses, mais pour les LED, ça marche pas. On n'arrive pas à mettre la lumière. C'est pas le bon exemple. Parce que pourtant, la LED, c'est du semi-conducteur. C'est du semi-conducteur, mais c'est des propriétés le diamant est différentes. Et c'est vraiment ce qu'il disait, c'est la puissance lorsqu'il y a des watts, des kilowatts à passer. C'est là où il faut des composants avec des semi-conducteurs spécifiques comme le diamant. Alexandre Canjon, vous venez de citer Toulouse, vous travaillez dans 28 pays, sauf erreur de ma part, et vous produisez tout en France? Non, on est en fait un équipementier français avec le siège social dans la région parisienne. Et en fait, on a un rayonnement mondial. Mais je pense que c'est bien aussi pour la France parce que ça permet de continuer à exporter nos technologies, les dessins, les développements que l'on fait aussi en France. On est présent donc 28 pays. On a en fait 152 usines réparties partout dans le monde. 152 usines, c'est énorme. C'est énorme parce qu'en fait on a une centaine de clients qui sont les constructeurs traditionnels, mais aussi les nouveaux constructeurs. On vient d'inaugurer aux États-Unis une usine à Austin, Texas,
pour un client américain qui fait des véhicules électriques extrêmement célèbres. Des Mini à Austin, non? Pas tout à fait. J'ai pas pu m'empêcher de la faire, celle-là. Quel est votre plus gros marché? Le plus gros marché, ça va dépendre en fait des produits que l'on fait. On a notamment sur une activité traditionnelle autour de stockage d'énergie, c'est le marché américain qui est le plus gros. Mais en fait, on a des clients qui sont très gros en Allemagne, aux États-Unis, en Asie, en Chine aussi. Richard de Cabrol, hier, on recevait des startups qui avaient gagné les années précédentes et toutes, ça nous avait marqué avec Stéphanie, elles fabriquaient encore en France. Est-ce que quelque part, le Grand Prix ACF Autotech, c'est pas les startups de demain qui vont produire en France pour des grosses entreprises françaises qui fabriquent en France, mais aussi à l'étranger, comme le marché mondial? C'est un lieu de rencontre aussi. C'est un lieu de rencontre, effectivement, entre corporate et start-up, et pour encourager le fait d'entreprendre en France. De même que lorsque nous récompensons une start-up étrangère, donc l'année dernière Nodar, cette année Silib, c'est aussi une manière de leur dire, et notamment avec notre partenaire Choose Paris Region, installez-vous en France pour être au plus près des acteurs français pour fournir vos produits, et aux acteurs français, mais pourquoi vous n'investiriez pas dans ces startups à l'international? Parce que la souveraineté, elle s'applique aussi en investissant à l'international. Quand la Chine rachète nos entreprises, elle se dit pas, ah tiens, je ne suis pas souverain parce que je ne rachète pas des entreprises chinoises. Et ça, c'est un réflexe français que je trouve un petit peu dommage. Ouais, et on est toujours en train de faire du France bashing, mais enfin, c'est quand même, on reste compétitif tout de même en produisant en France, n'est-ce pas? Ça, j'avais déjà dit dans d'autres interventions, mais on m'avait demandé l'année dernière de faire un prix spécial français pour faire la réserve indienne, pour protéger les startups françaises des méchantes startups internationales qui sont tellement plus fortes que nous, et quelque part c'est un aveu d'échec de faire ça. Et on leur a toujours dit, non, on va conserver le mélange des startups françaises avec celles étrangères, et on le voit chaque année, on a une majorité de startups françaises qui s'illustrent. Stéphane Lopez, Yvonne Lorado, j'ai mélangé les deux vainqueurs, désolé. On parlait de groupes comme Plastic Omnium, une bonne opportunité de les rencontrer. Vous, une très grosse entreprise, vous faites un peu votre marché, vos prises de contact au Grand Prix ACF Autotech? En fait, on travaille déjà avec les 2 lauréats de l'année dernière. Oui, c'est bien. Parce que il y a des technologies qui sont sélectionnées, et comme on l'a dit, le panel de start-up qui est sélectionné est assez impressionnant. Et on essaye toujours d'accompagner ces start-up un peu le long du chemin, d'aller vers une exploitation. Et en fonction des besoins, on peut soit l'utiliser directement dans nos produits, soit aussi faciliter l'accès à un marché pour eux, parce qu'en fait, on est partout dans le monde et partout chez tous les clients. Vous en rachetez parfois, vous en rachetez parfois des startups, vous les accueillez? On peut racheter des startups. Pour l'instant, nous n'avons jamais fait des startups qui ont gagné le Grand Prix ACF, mais ça arrive. Notamment, ce qu'on a fait sur l'hydrogène était issu de l'achat de 2 startups différentes dans les années 2015. C'est-à-dire en fait Optimum CPV et j'ai oublié Suisse Hydrogène. Et qui ont été à la base des technologies. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les startups, c'est un bon complément, un bon pont entre des laboratoires qui vont faire de la recherche un peu plus fondamentale, des industriels. Et en fait, l'intérêt, c'est soit d'identifier des technologies qui peuvent être transférées vers l'automobile, soit accompagner directement des startups qui ont pour vocation d'adresser ce marché-là. Et on se retrouve dans quelques instants. On va marquer une petite pause, et avec nos invités, on fera un focus particulier avec sur vous, Genomine. Oui, Genomine. Ou Genomine, il faut dire, parce que eux, ils produisent du nickel avec des plantes. Ça tombe bien puisque le début de l'émission est vraiment nickel. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Merci de nous rejoindre en direct sur Sud Radio avec les voix qui roulent. C'est pas possible. Les voix peuvent rouler les airs, il n'y a pas de problème, mais là, on y arrive. Voilà, les vraies voix qui font rouler la France. Et puis on continue avec ce Grand Prix hier à l'Automobile Club de France, mon cher Philippe. Oui, et si les plantes produisaient les métaux destinés à produire nos batteries, piles et autres sources de stockage d'énergie, c'est pas le thème d'un film de science-fiction, mais c'est ce que fait Genomine ou Genomines, le vainqueur du Grand Prix ACF Autotech. Alors on va demander, déjà à le fondateur et un des membres du jury, Genomine, c'est un projet fou, non? Ah mais oui, mais d'ailleurs nous aimons les projets fous. C'est bien. La preuve. C'est un projet fou. Oui, mais nous, on adore surtout l'inventivité et l'innovation qu'il y a derrière, et surtout changer les règles, parce que
c'était pas évident qu'on pense à récolter le nickel et le lithium pour faire des batteries. D'ailleurs, Stéphane Lopez va nous expliquer concrètement ce qu'il fait, parce qu'on l'a pas vraiment encore expliqué. Ça serait sympa, parce que là, quand même... science-fiction. Quand on lit votre manière de vous présenter, je lis, ça fait 5 lignes. Nous améliorons génétiquement la capacité naturelle des plantes hyperaccumulatrices à absorber les métaux dans les sols. Nous récupérons ensuite les métaux au sein de la biomasse grâce à des bioprocédés mécaniques et chimiques. C'est extraordinaire. Bon, en clair. Expliquez-nous comment ça marche. Alors, on va faire simple. Oui. Il y a des plantes qui existent à l'état naturel, qui font à peu près 2 mètres de Jusque-là, hauteur. on l'a. Oui. Donc, dites-le avec des fleurs. Très touffu, grosse biomasse. Et c'est des plantes qui ont une capacité à s'ancrer dans le sol et donc depuis leur système racinaire à capter du nickel qui est biodisponible. D'accord. Et donc le nickel va passer du système racinaire et va circuler dans la plante jusque dans les feuilles. Mais comment on a cette idée là, sérieusement? Comment est venue l'idée? Parce que c'est tellement fou. Là, vous étiez devant votre plante. Alors, moi, quand on me dit nickel, désolé, je pense à la Nouvelle-Calédonie, qui est quand même une des premières réserves de nickel au monde, et on a besoin de beaucoup de nickel, notamment pour les batteries des véhicules électriques. Mais comment ça vous est venu l'idée qu'il y avait du nickel dans les plantes et qu'on allait faire du nickel avec des plantes? Écoutez, déjà c'est pas nouveau en fait. C'est des plantes qu'on connaît depuis plus de 40-50 ans. Et nous, nos fondateurs en fait, donc Dali est ingénieur et même PhD en fait en biotechnologie, et Fabien, notre CEO, est ingénieur minier. Et en fait, ils se sont rencontrés dans un programme qui s'appelle Entrepreneur First. C'est un investisseur de talent et donc qui en fait est un peu un lieu de rencontre entre des profils très techniques et des profils plutôt commerciaux. Et chacun dans leur parcours, en fait, avait, en croisant leurs idées, ils sont tombés là-dessus, sur le fait qu'il y avait besoin d'innovation dans le secteur de la mine et que ça pouvait être un créneau porteur. Et nous, finalement, on innove sur le fait d'amener les dernières techniques de biotechnologie et autour du microbiome à ces plantes naturelles qui ont été découvertes depuis longtemps. Et qui sont utilisées dans la dépollution également. Et j'aurais bien envie de te poser une question, Stéphane. Que répondrais-tu aux associations anti-OGM en termes de prolifération de ce type de plantes ou même de mutation de l'environnement autour d'elles? Écoutez, c'est une question importante. C'est une question qu'on se pose parce qu'évidemment, comme toute entreprise qui est sur le segment climat ou qui se veut vertueuse, pour nous c'est très important. Et je pense que l'élément central de notre technologie, c'est de rendre ces plantes stériles. Et donc c'est là-dessus que notre fondatrice a travaillé pendant sa thèse, et c'est là-dessus qu'on est en train de déposer notre premier brevet. Et donc je pense que c'est très important. Mais c'est des plantes OGM ? Non, c'est des plantes non OGM, justement. On travaille avec de la mutagénèse. Alors, c'est quoi la mutagénèse? La mutagénèse, je vais faire très simple, mais finalement, ça consiste à identifier des traits d'une plante, ou d'un organisme, et à le renforcer avec des techniques qui sont non OGM. Donc, on n'introduit pas de corps étrangers. Mais comment est-ce qu'on arrive à faire produire du nickel à une plante? On va dans une ancienne zone minière, par exemple, où il y a encore des résidus de nickel dans le sol, il passe dans les racines. Comment ça marche et comment on l'extrait après? Parce qu'on imagine les mines de nickel avec les énormes véhicules Caterpillar dessus. Là, rien à voir. Bah justement, c'est la beauté de notre technologie. Avec des fleurs. Donc nous finalement, on intervient sur des terrains qui sont riches en nickel ou pollués en nickel, entre 0,2% et 1,2%. Donc en fait, c'est des terrains qui n'intéressent pas l'agriculture parce qu'ils ont trop de nickel, donc on peut pas faire d'agriculture dessus. Ils n'intéressent pas les groupes miniers parce qu'ils sont subéconomiques. Donc en fait, on a vraiment, j'ai pas le terme en français, mais ce sweet spot, c'est cette zone qui est non couverte. Le sweet spot dans une raquette de tennis, c'est le meilleur point de centrage. Donc là, c'est vraiment le point parfait, c'est ça? Exactement. Et donc nos plantes, depuis leur système racinaire, vont capter le nickel biodisponible. La plante, une fois récoltée, une fois qu'elle a atteint, disons, un peu plus d'1,50 m, 2 mètres, et qu'il y a eu une floraison, c'est le moment où on va la couper, juste un peu avant la floraison, et ensuite on concentre le nickel dans un concentré qu'on va ensuite raffiner. Et vous les cultivez où, ces plantes? En Amérique du Sud principalement, et on regarde plusieurs pays en Afrique. Dans des serres Non, c'est en fait elles grandissent à l'état naturel, et donc nous on réplique juste. Voilà. Alors une question, on peut arriver à faire du nickel avec des plantes sur des zones polluées au nickel.
Tiens, je prends un exemple dans l'Aude. Notre auditeur tout à l'heure, il était à Capestan, à Salsigne. Il y avait la dernière mine d'or en France. Si vous allez mettre ces plantes ou d'autres plantes, elles pourraient produire de l'or dans quelques temps? On regarde d'autres métaux. L'or fait partie des candidats. C'est pas le premier sur lequel on ira, mais on a reçu de la part de BPI France aussi une aide au développement Deep Tech pour regarder d'autres métaux de très grand intérêt. Parce qu'avec votre voisin Yvan Lurado qui fait du diamant synthétique, vous faites de l'or synthétique, du diamant synthétique, vous pouvez vous lancer dans la joaillerie. Hein. Bah allons-y. C'est bon, les bancs sont lancés. Richard, prochaine année, on pourra inviter des joailliers peut-être. Mais vous pouvez tout à fait même changer de concept et participer à des concours de luxe. C'est extraordinaire, Yvan. On va dire Lurado. monsieur Arnaud. C'est un des autres vainqueurs, mais quand vous entendez ça, c'est génial. Voilà. Alors, on va parler de vous après, mais c'est génial comme concept. Et non évidemment, c'est un concept qui est hyper vertueux et ça permet de résoudre pas mal de problématiques. Et en fait, ce qui est intéressant dans le projet, on parle le côté technologique, mais il y a aussi le côté social et les impacts qu'il y a sur l'ensemble du terrain. C'est des terres qui sont pas disponibles à l'agriculture, oui. Donc il peut créer des emplois là-dessus. Il va générer la biomasse, que d'ailleurs je suis intéressé pour en faire du diamant. Vous voyez, Sud Radio, l'endroit où on se rencontre. Exactement. Donc c'est extrêmement intéressant. Ah bah tiens, il y a Alexandre Corjon qui veut réagir là. Mais en fait, je crois qu'il veut une gourmette ou une bague en or et en diamant pour madame. C'est ça? Je ne le ferai pas à la radio, ça, cette demande. On ne fera pas. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ces idées très innovantes, on l'a des fois à notre niveau on a besoin de produire des matériaux recyclés pour venir décarboner l'industrie. Et en fait, on récupère, je sais pas quelle est la politique de publicité à l'antenne, mais on récupère auprès d'une chaîne américaine qui fait des cafés à grande échelle. Oui, quelques idées, oui. Voilà. Avec un homme qui aurait peut-être des cheveux blancs et des cheveux noirs. Et en fait, on récupère les grains de café usagés, donc une fois qu'ils ont été utilisés pour produire du café, et à partir de ça, on va faire des matériaux pour l'éclairage automobile. Ah oui. Et qui sont comme ça à partir d'une base recyclée. Non, mais c'est vrai que c'est dingue, c'est incroyable. Oui, on t'aime ça. Finalement, moi, la question que je me pose, vous parliez Alexandre Corjon, Stéphane Lopez, excusez-moi, c'est vrai qu'on se mélange. Votre fondatrice, quelle est sa formation? Comment on a l'idée de ce genre de choses? J'imagine qu'il y a plein de gens de plein de secteurs différents, parce que alors personnellement, j'ai des enfants, voilà, je me demande ce qu'ils vont faire plus tard. On pense pas à ce genre de métier là tout de suite. Vous voyez, comment on a ce genre d'idée? Écoutez, c'est intéressant. Donc notre fondatrice est libanaise d'origine, donc elle a commencé ses études au Liban. Et en France, elle a pu notamment faire sa thèse dans un institut dans lequel on est aujourd'hui, qui est l'Institut des sciences des plantes, sur le plateau de Saclay, entre le CNRS et l'INRAE. D'accord, donc une chercheuse plutôt? Exactement, chercheuse, voilà, doctorante, et qui a d'ailleurs été publié dans un des journaux les plus prestigieux, le journal Nature. Oui. Et qui en fait a travaillé pendant sa thèse à la fois sur le sujet de la stérilité et le sexe des plantes, et qui justement est experte dans décrypter le génome et comprendre les plantes. Et en fait, je pense que c'est important de souligner que la biotechnologie autour des plantes est une science très nouvelle, et surtout on a accès aujourd'hui à des outils qui coûtaient plusieurs centaines de milliers, voire des millions d'euros, et à des coûts moindres, et ce qui nous permet de faire des recherches assez intéressantes sur le plateau de Saclay. Alexandre Corjon pour réagir. Mais en fait, je pense que c'est extrêmement important En fait, on est toujours en train d'essayer de pousser la recherche, en France notamment, et on a quand même un tissu de recherche qui est extrêmement développé. Oui. Et souvent, surtout dans les deep tech, ça vient de chercheurs. Des chercheurs qui ont une idée, mais qui ont aussi une capacité de se projeter au-delà de la pure science, dans le concret, et de faire quelque chose qui va être utile à tout le monde. Et donc c'est toujours intéressant. Donc on collabore à OP Mobility aussi avec des deep tech, parce que ils vont amener des solutions extrêmement originales, qui ne sont pas évidentes, et qui nous permettent de changer et d'avoir un impact fort sur la mobilité de demain. Eh bien, restez avec nous. Dans quelques instants, on se retrouve et puis on va s'intéresser plus précisément aux diamants. Après le nickel, c'est parfait. Voilà. Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France.
Et avec nous, les lauréats d'hier, les lauréats du 7e Grand Prix de Tech qui s'est déroulé à l'Automobile Club de France. Sud Radio y était, mon cher Philippe. Nous y étions. Absolument, et nous sommes maintenant avec le vainqueur du prix Pionnier. On l'avait hier, Ivan Liorado. Alors vous êtes passé sur Sud Radio dans Les Vraies Voix qui font rouler la France juste après avoir présenté votre projet. Est-ce que votre succès, c'est l'effet Sud Radio? Évidemment. Ah bah voilà, parlons vrai. Parlons vrai. Bien, il a raison, vous voyez, il a raison. Tout à fait. Il n'y a aucun doute là-dessus, ça a changé la vie d'ailleurs. Oui. Après avoir passé chez Sud Radio, la vie n'est pas la même. Et Diam Fab, alors expliquez-nous, pour ceux qui nous auraient pas parlé. Plus j'ai un micro rouge. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Rappelez-nous. Oui, donc Diam Fab, on est une start-up aussi, donc pionnier, donc forcément au démarrage. Et nous synthétisons le diamant. Donc on fabrique du diamant, mais semi-conducteur, c'est-à-dire on va lui donner des propriétés électriques pour pouvoir l'intégrer, entre autres, dans le véhicule, qui va permettre de gérer l'électricité. On parlait de Génomine ou Génomines, qui était un projet fou. C'est un projet fou aussi, Diam. Mais on n'a que des projets fous. C'est pour ça que je me demande ce que font encore les spectateurs. Ils devraient regarder le replay plusieurs fois de suite pour revoir les projets fous en boucle. Non, mais c'est extraordinaire comme projet, non? Oui, mais je ne peux qu'être d'accord. Alexandre Corjon, c'est fabuleux, le diamant synthétique. Et quand on lit les caractéristiques techniques, on va en parler un peu plus tard, c'est génial. On laissera Yvan en parler, les caractéristiques techniques. Mais c'est vrai que c'est génial parce qu'en fait, derrière, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi, on parle du coût des véhicules électriques. C'est un sujet extrêmement important. C'est ce genre d'innovation qui vont permettre aussi de réduire le coût du véhicule électrique parce qu'on va pouvoir réduire la taille des composants, on va pouvoir améliorer le rendement globalement entre l'électricité qui est produite dans un véhicule et celle qui est utilisée dans le moteur électrique. Et donc c'est grâce à Yvan et son entreprise qu'on pourra aller dans le futur avoir des véhicules électriques moins chers. Et question un peu peut-être stupide, de profane, mais peut-être aussi le poids. Parce que c'est un problème, ça aussi, surtout à Paris, ils veulent quand même taxer au poids. Ah oui, mais non, ils vont tout taxer là. Au moins c'est plus simple. Même il peut se mais donc ça aussi, ça peut rendre le véhicule plus léger. En fait, lorsque vous êtes plus efficace, donc vous devez déjà dégager moins de chaleur, donc vous avez besoin de moins d'éléments pour dissiper cette chaleur. Vous avez besoin de moins de ce qu'on appelle les éléments passifs. Et en fait, quand vous êtes plus efficace, pour une même autonomie, vous avez besoin de moins de batterie. Donc la voiture, elle devient moins lourde. Alors, quand on lit ce que vous faites, c'est assez extraordinaire parce que l'épaisseur de diamant nécessaire pour tenir 1 kV, c'est-à-dire 1000 volts, c'est 1 micromètre, c'est ça? C'est-à-dire 1 millième de millimètre. C'est exactement ça. Expliquez-nous, parce que c'est extraordinaire. 1 kV, c'est 1000 volts. Le métro parisien, il fonctionne en 750 volts, par exemple. Exactement. Alors expliquez-nous comment ça marche avec aussi peu de matière. C'est justement là on rentre dans les propriétés physiques du diamant et ce qu'on appelle ça la bande interdite. Et ça permet aux matériaux parce qu'en fait le semi-conducteur c'est quoi? Je vais faire très simple. Et ça, en fait, soit ça bloque la tension, soit ça laisse passer le courant. Oui. Et il faut trouver l'équilibre. Parce que plus on bloque, plus on va être résistif, donc être moins bon, et vice versa. Donc le diamant, du coup, lorsqu'on bloque avec très peu de matériaux, on bloque beaucoup de tension. Et donc, du coup, lorsqu'on est à l'état passant, comme on a très peu de matériaux, on est très peu résistif. Donc c'est là-dessus qui a l'avantage. J'arrive pas à voir à quoi ça ressemble concrètement, physiquement. C'est en fait, excusez-moi, mais une couche de diamant de 1 millième de millimètre. En fait, on le voit pas. Qui arrive à isoler 2000 volts. Il est invisible. Un cheveu, c'est de l'ordre de 100 microns. Oui. Coronavirus, c'était 500 nanos. Oui. Donc vous voyez l'ordre de grandeur. Merci de nous rappeler ce souvenir. Nous ne sommes pas confinés dans le studio, on vous rassure. Désolé de vous ramener de mauvais souvenirs. Non mais c'est pour donner l'ordre de grandeur que c'est assez magique quand même. Ouais, non, incroyable. Notre ami Stéphane Lopez de Génomine, vous avez échangé tout à l'heure sur votre projet. Comment vous trouvez ce projet génial? Nous, je pense que on valorise beaucoup. On est tous évidemment fervents défenseurs de la mobilité électrique, et c'est vrai que d'avoir des innovations comme celle-ci qui va permettre de réduire le coût et potentiellement même le poids. C'est assez bluffant. Peut-on clairement parler de révolution technologique? C'est une révolution? C'est entre révolution et amélioration. Donc, parce que c'est un step. Pour moi, c'est quand même un vrai step par rapport à ce que un vrai saut en avant, un vrai pas, c'est ça? Tout à fait. Oui. Oui, non, mais qu'est-ce que ça va changer concrètement? Oui.
Comme ils disaient aux États-Unis, si vous êtes à la côte Est, il faut dire que c'est une amélioration. Si vous êtes à la côte Ouest, c'est une rupture. Donc après, on choisit. Ce que ça change réellement, c'est vraiment le coût, l'impact, le coût, le poids, l'efficacité. Et en fait, c'est un facteur de réduction et donc d'accélération de la décarbonation de l'industrie automobile. Alors, est-ce que le diamant, c'est le semi-conducteur ultime? Donc pour cette application, oui. Parce qu'en fait, il y a plein d'éléments qu'on voit, on va pas rentrer ici, et sur tous ces éléments-là, le diamant excelle. Donc il y a d'autres semi-conducteurs qui sont aussi ce qu'on appelle de très large bande interdite, mais soit on pêche dans la partie thermique, soit le côté dopage, il marche pas très bien, soit on ne sait pas le synthétiser. Donc le diamant, c'est vraiment le matériau qui coche toutes les cases et qui a plus de promesses à l'avenir. Ça veut dire que moins de dépendance à des pays comme Taïwan, par exemple, ça va jusque-là? Alors, ça peut aller jusque-là, parce que pour la fabrication des composants, on a besoin d'autres usines, mais surtout moins de dépendance aux matières premières. Parce que pour fabriquer le diamant, on a besoin du carbone, donc on peut le récupérer de la biomasse, encore une fois, de Genomine, ou d'autres sources. Alors, oui, allez-y. Et donc, du coup, on n'a plus besoin des métaux rares ou des terres rares qu'on peut trouver. On gagne en souveraineté. Vous avez parlé charbon. Si je ne m'abuse techniquement, le diamant, c'est du charbon qui a un défaut et qui est donc transparent au lieu d'être noir. Avec nos amis de Génomine dans le Nord-Pas-de-Calais ou chez vous, excusez-moi, vous êtes alsacienne, c'est en Lorraine. À moitié. Oui, c'est en Lorraine. Alors là, je veux pas toucher aux susceptibilités. Il y a des terrils ou des terris, comme ils disent dans le Nord, avec des montagnes de déchets de charbon. On pourrait imaginer de planter des plantes pour récupérer du diamant ou du charbon comme ça. Écoutez, il va falloir qu'on échange. On va se trouver un petit labo sur le plateau de Saclay. On va regarder ça pour. Faudrait plutôt le faire du côté des terrils, non? Le labo. On peut le faire. On peut faire un laboratoire mobile, ouais. D'accord. Ce serait envisageable pour vous, par exemple, des choses pareilles en partenariat, par exemple. En fait, les plantes, c'est du carbone. Donc, les plantes, il y a de la biomasse, donc il y a du carbone. Et après, c'est comment l'isoler, comment faire en sorte qu'il s'agence. C'est l'imbrication des atomes, que selon les nombres de liaisons, soit vous avez du graphite, soit vous avez du diamant. Et à la fin, c'est le composant primaire. Et où est-ce que vous fabriquez tout ça? Donc aujourd'hui, on le fabrique à Grenoble. Donc on est encore logé au CNRS. J'ai dit encore parce que la levée de fonds, on est en train d'investir pour une ligne pilote et avoir nos moyens, mais qui va être juste à côté de Grenoble. Alors, il y a une chose importante, Stéphanie en parlait, quand on pense semi-conducteurs, on pense Taïwan. Demain, des semi-conducteurs français fabriqués en France, made in France, c'est possible? C'est possible, ça existe déjà. D'ailleurs, Grenoble, vous avez des usines, on pense à Soitec, on pense à ST, par exemple, pour on peut en citer d'autres. Donc c'est vraiment un terroir très propice aux semi-conducteurs. Et c'est des entreprises, Soitec, ils exportent à 90%. Donc nous, notre ambition, de toute façon, c'est soit un acteur international, soit on ne le sera pas. Et nous espérons, nous avons l'ambition en tout cas d'être un exportateur. Richard de Cabrol ne me contredira pas, un des points importants du Grand Prix ACF Autotech, c'est le cocktail. Parce que là, c'est là qu'on échange les cartes de visite, etc. Là, tout de suite, on descend d'un niveau de conversation. Non, excusez-moi, mais on y était hier, et il y a énormément d'échanges de cartes de visite. Ça s'est bien passé pour vous hier soir en ayant gagné les échanges au cocktail et post-cocktail après. Il y a même peut-être des afters dans des bars à proximité. Et tout à fait. Ne dévoilons rien. Il y avait des représentants d'autres compagnies, parce qu'en fait, on ouvre, il y a quand même 250 personnes. Donc, il y avait des personnes de ST Microelectronics. Il y a des autres personnes qui peuvent être intéressées par les semi-conducteurs. Et c'est là où on ouvre des possibilités pour les startups qui sont assez vastes. Et c'est de cette manière d'ailleurs que Proofstation, qui est passé d'ailleurs sur votre antenne, a trouvé son premier client en 2 heures de cocktail après avoir gagné le prix pionnier ACF 2019. Donc, on espère que ce sera la même pour Stéphane, Yvan. Ça a bien pris hier soir, Stéphane, Yvan? Il y a des clients, beaucoup de business. On a eu quelques contacts intéressants et ça démarre toujours autour d'un verre, comme on dit. Surtout en Espagne. Oui, surtout en Espagne. Oui. Écoutez, de très belles rencontres. Et puis, je pense que c'est que le début. Voilà. C'est que le début. Après, à nous de le saisir et de continuer et de marquer l'essai. Vous avez eu tous les deux une belle prime, on peut le dire? Oui, et vous avez des apporteurs de fonds qui vous ont dit, tiens, là vous avez gagné, ça nous intéresse d'investir avec vous pour vous filer un coup de main, etc. Ça ne saurait tarder, j'imagine. On est activement en train de lever des fonds en ce moment, donc oui. Et tiens, Ivan, vous qui êtes espagnol, l'image de la tech française en Espagne, c'est encore valorisé, ou on se dit ils sont un peu dépassés par rapport aux Américains, aux Chinois, etc.
Je pense pas que la question se pose en Espagne sur qu'est-ce qu'elle fait la France par rapport à la tech. C'est pas une question qui est posée. Par contre, c'est vrai qu'en France, je pense qu'au niveau grand public, on sous-estime la puissance quand même de la France au niveau tech et on sous-estime tous les efforts qui sont en train d'être faits pour qu'il y ait des start-up et des entreprises qui croissent et qui se réindustrialisent en France. Ça, par contre, c'est vrai. Le mot de la fin, Richard de Cabrol. On n'a pas que Yvan d'origine espagnole qui entreprend en France. Il y a aussi Raoul Bravo qui était l'entrepreneur d'Outsight, finaliste du Grand Prix ACF 2020. Magnifique. Bien. 2025, ça se passe quand ? Ça se passe le 2 avril, le mercredi. Maintenant, le mercredi est devenu notre jour du Grand Prix. Mercredi 2 avril 2025, à l'Autumn Club de France, avec 250 personnes, avec un live en direct et avec 6 startups qui vont à nouveau nous étonner. Et Sud Radio, il sera certainement. Et Sud Radio, il sera la meilleure année jamais eue depuis 7 ans. Donc, désolé pour vous. Merci messieurs, Merci c'était un tous. plaisir. Les vraies voix qui font rouler la France, c'est terminé. Et demain, pour rester dans le thème, un invité de Benjamin Glaise. Oui, un invité de Benjamin Glaise qui sera Roland Lescure. Ce sera à 8h30 au micro de Benjamin Glaise, donc ministre chargé de l'industrie et de l'énergie. N'hésitez pas à lui parler de diamants. Et de nickel. Et de nickel. Dans le cadre de de France nickel. 2030, les approvisionnements sont très très importants. À demain 17h. À demain 17h.